Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 17e colloque annuel du syndicat des énergies renouvelables. C'est un événement, vous en avez l'habitude, qui réunit chaque année des acteurs majeurs du monde politique, du monde économique, du monde industriel et de la société civile. Vous avez tous le programme entre les mains, ce sera encore vrai cette année. Évidemment, cet événement arrive au lendemain d'une actualité lourde sur les sujets de l'énergie et du climat, avec au niveau global le succès de la COP21 et au niveau hexagonal, au niveau local, la loi de transition énergétique pour une croissance verte publiée au journal officiel du 17 août 2015. Donc dans ce contexte, le thème qui vous est proposé aujourd'hui est d'apporter une réponse à cette simple question « Et maintenant ?» Et maintenant, comment transformer l'essai de la COP21 ? Comment concrétiser les engagements de la loi de transition énergétique pour une croissance verte ? Réinventer l'énergie va-t-il nous permettre de traiter simultanément deux mots, la crise économique et le dérèglement climatique ? Et aujourd'hui, des intervenants sélectionnés pour vous, une quarantaine d'intervenants sélectionnés pour vous par le syndicat des énergies renouvelables vont venir apporter des réponses et vous dire comment ils entrevoient la réalité industrielle, économique, sociale, environnementale bien sûr, de ces énergies renouvelables pour en faire un grand secteur économique. J'appelle tout de suite Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables, pour ouvrir ce colloque. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur général de l'énergie et du climat, Mesdames et Messieurs, je voudrais d'abord vous prier d'excuser la ministre Ségolène Royal qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parmi nous suite à une invitation de dernière minute venue du roi du Maroc, invitation à participer cet après-midi à l'inauguration de la centrale solaire de Ouarzazate. En préambule à cette petite introduction, j'aimerais commencer par remercier pour sa fidélité mon ami Éric Orsena, qui pour la 5e année consécutive a accepté d'animer une de nos tables rondes, celle qui sera consacrée à l'accord de Paris sur le changement climatique. Nous savons tous qu'il le fera avec le talent auquel il nous a habitués. L'année 2015 a été une année tout à fait remarquable pour les énergies renouvelables et remarquable positivement dans leur ensemble. Dans un contexte pourtant difficile, la publication ce jour du panorama de l'électricité renouvelable, publication que nous faisons chaque année, 2 fois par an, avec nos partenaires gestionnaires de réseau, cette publication montre que les filières électriques renouvelables confirment leur embellie. Pour la chaleur, la production de chaleur renouvelable et les carburants renouvelables, l'année a été plus complexe dans un contexte de concurrence beaucoup plus difficile. Dans le monde, la croissance des énergies renouvelables s'est poursuivie. 64 gigawatts d'éolien, dont 3 gigawatts d'éolien en mer, et 57 gigawatts de photovoltaïque, vous en aurez une démonstration tout à l'heure. Et cela, malgré la baisse du prix des énergies fossiles, mais grâce à la poursuite des progrès de compétitivité de toutes ces technologies. Année de tous les enjeux et de tous les dangers, 2015 restera pourtant marquée pour nos secteurs par 2 événements majeurs qui honorent l'action du gouvernement. L'accord de Paris sur le changement climatique, avec son cortège d'initiatives publiques et privées sur les énergies renouvelables, qu'il s'agisse du solaire, de la géothermie ou de l'électrification de l'Afrique. Et enfin, la promulgation de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, que l'on appelle maintenant la loi royale, qui transcrit en quelque sorte la volonté de la France d'être exemplaire avant et surtout après la COP21. La ministre
a tenu le gouvernail malgré des vents économiques difficiles. Avec la chute vertigineuse des prix du pétrole et des prix du marché de l'électricité, historiquement bas, la situation des énergies renouvelables aurait pu être reconsidérée. Ce ne fut pas le cas. Je voudrais préciser quelques éléments à ce sujet. Le pétrole tout d'abord. Oui, c'est vrai, les prix du brut sont aujourd'hui à des niveaux tels qu'ils portent sérieusement atteinte au développement d'installations de production de chaleur renouvelable, individuelles, collectives ou industrielles. Bois énergie, géothermie ou solaire thermique sont particulièrement touchés par la chute des cours. Mais il me semble utile de rappeler que, d'abord, le faible prix des combustibles fossiles ne rend pas leurs émissions moins dommageables pour l'environnement et particulièrement pour le changement climatique. Ces prix très bas ne sont certainement pas durables, même si personne n'oserait s'aventurer à prédire la date de leur remontée. L'histoire pétrolière nous a habitués à ces mouvements de yo-yo dont le calendrier et l'ampleur sont imprévisibles. L'électricité ensuite, c'est vrai, le marché européen de l'électricité est également déprimé. Mais dans ce domaine également, cet état de choses ne peut durer indéfiniment pour une raison très simple. Au prix actuel du marché de l'électricité, parfois moins de 30 € par mégawattheure, aucun investissement n'est rentable. Et le renouvellement du parc, renouvellement qu'il faudra bien un jour achever, ce renouvellement, qu'il soit fait à partir d'énergies renouvelables ou non, il est impossible par la voie du marché. Dans le même temps, les filières énergies renouvelables voient leur compétitivité s'améliorer chaque année. Je pense ici au solaire photovoltaïque, dont la progression continue est spectaculaire. Mais il en va de même pour les autres technologies électricité renouvelables, comme l'éolien terrestre et également l'éolien en mer, qui, grâce aux premiers effets de volume, grâce à l'innovation technologique et à l'effet de la concurrence, baissent leurs coûts de production. Aujourd'hui, je l'ai dit, les prix du marché de l'électricité, basés sur les coûts marginaux des moyens de production les moins chers et également malheureusement les plus carbonés, ne permettent aucun investissement dans un quelconque moyen de production nouveau. Ils ne reflètent en rien les moyens nécessaires au secteur pour tendre vers un mix électrique durable. Aussi, nous, le syndicat des énergies renouvelables, nous plaidons pour la mise en place à l'échelle européenne d'un prix du carbone qui sera un vrai signal pour orienter les investissements vers les technologies les plus performantes pour l'environnement. La loi Royal et la loi de finances 2016 ont programmé la hausse progressive jusqu'en 2017 de la contribution climat-énergie, la taxation des émissions de CO2 pour les consommateurs diffus. Nous nous en félicitons et nous ne pouvons que souhaiter que cette trajectoire soit poursuivie au-delà de 2017. Ce signal prix envers les consommateurs est indispensable pour notre système économique, pour la transformation de ce système économique vers la croissance verte. Concernant les gros consommateurs, soumis au système de quotas de la Commission européenne, le système dit ETS, il importe de réformer profondément ce système pour ramener le prix des émissions à un niveau minimum de 30 € par tonne de CO2, niveau atteint en 2008, niveau qui changera en profondeur le méritoire d'or des centrales électriques existantes et de programmer là aussi l'augmentation de ce prix de 2020 à 2030. De ce point de vue, une initiative franco-allemande sur ce thème aurait toutes les chances d'entraîner l'adhésion progressive de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Une autre considération que nous devons avoir concernant la compétitivité des énergies renouvelables est l'apparition de nouveaux modèles économiques liés à la fourniture d'électricité renouvelable produite localement et entrant cette fois en concurrence avec l'électricité distribuée et non plus avec les prix de gros du marché de l'électricité. Les progrès très rapides des technologies photovoltaïques
et du stockage de l'électricité, accentués par l'irruption du numérique, rendent tout à fait crédibles dans un futur proche des nouveaux modèles autoconsommation et bâtiments à énergie positive, les BEPOS, se développeront dans un contexte d'appropriation de la transition énergétique par les collectivités territoriales. Nous devrons être particulièrement attentifs à l'équilibre à trouver entre, d'une part, la fixation de règles nationales ambitieuses pour caractériser les bâtiments à énergie positive et, d'autre part, la marge de manœuvre que la ministre a souhaité laisser aux collectivités locales pour fixer des performances renforcées aux constructions. Et ceci en exploitant au mieux les nouvelles informations que doivent leur transmettre les gestionnaires de réseaux de distribution d'énergie. Il est impératif que ces nouveaux modèles se développent en préservant les intérêts globaux de la collectivité et que soient bien étudiés les transferts de valeur économique entre l'État, les gestionnaires de réseau, les collectivités locales et les autoconsommateurs. Les conclusions du groupe de travail sur l'autoconsommation que la DGEC, la Direction générale de l'énergie et du climat, a mis en place en 2014 doivent maintenant être mises en œuvre et le CER est à la disposition de la DGEC pour élaborer le cahier des charges d'un prochain appel à projets qui devrait permettre d'encadrer dans le futur ce développement de marché qui apparaît inéluctable. En matière de cadre économique du développement des énergies renouvelables, l'année 2015 a vu la définition du complément de rémunération par rapport au prix de marché en substitution au tarif d'achat garanti. Nous attendons maintenant les textes d'application. Je voudrais souligner ici la bonne écoute et le dialogue constructif dont l'administration a su faire preuve pour conduire ce dossier. En application des lignes directrices de la Commission européenne, les producteurs d'électricité renouvelable vont désormais être contraints de vendre directement leur électricité sur le marché. Ils en prennent acte. Les choix qui ont été faits, en particulier la prime déterminée ex post, furent les bons, car une application trop rigoriste des lignes directrices de la Commission aurait précipité le secteur dans une crise majeure. En revanche, j'entends que certaines autorités à la Commission européenne souhaiteraient appliquer prochainement le principe des appels d'offres dits à neutralité technologique. Je veux dire ici que nous sommes très opposés à cette idée d'un autre temps et dont les conséquences seraient désastreuses. Tous les professionnels européens des énergies renouvelables sont d'ailleurs vent debout contre cette idée pensée par les ayatollahs de la concurrence pure et dure. Les énergies renouvelables tirent leur force de leur complémentarité et il me semble farfelu d'imaginer que des enchères neutres technologiquement puissent permettre de déterminer l'optimum technico-économique d'un mix de production d'électricité renouvelable. Nous suivrons donc avec une très grande attention ces sujets et en particulier le projet de directive européenne sur les énergies renouvelables qui, pour nous, doit permettre la poursuite des ambitions de la directive de 2009. La table ronde de ce début d'après-midi approfondira ces sujets importants. Enfin, je voudrais passer en revue nos filières qui attendent chacune avec la plus grande impatience le décret fixant la programmation pluriannuelle de l'énergie. Car finalement, c'est bien ce texte qui va déterminer le programme de travail à court et moyen terme pour nos entreprises. En matière d'éolien terrestre, que de chemin parcouru depuis 3 ans avec la salutaire simplification des procédures qui porte ses fruits puisque le rythme de raccordement a repris et se rapproche du niveau record de 2010. Nous avons, vous le savez, inlassablement travaillé avec la DGEC et la DGPR, que je remercie chaleureusement, pour que ce secteur puisse se développer dans le cadre d'une réglementation robuste, lisible et stable. Aujourd'hui, le marché français renaît. Il nous faut, en travaillant main dans la main avec ces deux directions qui ont d'ores et déjà annoncé cette réforme majeure, désormais stabiliser le permis environnemental unique
autour de l'autorisation ICPE en supprimant les dispositions du permis de construire. La stabilité du cadre économique que la ministre a annoncé jusqu'en 2018, au moins, permet également aux investisseurs d'envisager le marché français avec enthousiasme. En matière de stabilité, il nous faut pourtant rester sans cesse vigilants, car une nouvelle fois, un amendement très dangereux pour la filière a été discuté récemment au Sénat. Il visait notamment à demander l'avis conforme des architectes des Bâtiments de France pour tout projet éolien visible dans un rayon de 10 km autour d'un monument historique. Or, il existe près de 45 000 monuments historiques sur l'ensemble du territoire métropolitain. Une disposition de cette nature reviendrait à stopper définitivement le développement de la filière. Aujourd'hui, le danger semble écarté, mais nous savons que nous ne serons jamais à l'abri, quelle que soit la majorité gouvernementale en place, de ce type de manœuvre visant non pas à protéger les monuments historiques, mais à étouffer l'une des principales filières énergie renouvelable françaises. Enfin, il me semble également important de souligner que d'autres freins demeurent. Je pense ici aux contraintes militaires liées à la présence de radars et de zones d'entraînement. Sur ces sujets, si nous comprenons les exigences liées à la sécurité publique, les arbitrages à venir devront permettre de trouver un équilibre qui n'entrave pas le développement de plusieurs milliers de mégawatts. L'éolien, c'est aussi l'éolien en mer. C'est un élément important de la transition énergétique. C'est également un puissant levier de développement industriel qui permettra de créer 10 000 emplois à l'horizon 2020 et encore davantage dans le courant de la décennie 2020 si nous nous en donnons les moyens. Afin de concrétiser l'ambition de la France en la matière, les efforts de la profession et de l'État doivent dès à présent se concentrer sur 3 objectifs principaux. En tout premier lieu, il faut favoriser la réussite des 6 projets initiés dans le cadre des premiers appels d'offres, première étape indispensable au succès de la filière. Ensuite, dans le sillage des progrès significatifs observés actuellement un peu partout en Europe, réduire les coûts de production dès le prochain appel d'offres grâce à différents leviers identifiés par la profession. Parmi ceux-ci, le recours à une nouvelle procédure d'invitation au dialogue, inspirée du dialogue compétitif, permettra à l'État de comparer plus efficacement les offres des candidats et d'exercer une pression sur les prix. La fixation d'un prix plafond ambitieux et l'augmentation du poids du critère prix jusqu'à rendre celui-ci prépondérant dans la notation des offres constitueront également des facteurs très incitatifs à même de stimuler la concurrence. Pour rappel, le syndicat croit à l'atteinte d'un objectif de 100 à 120 euros du mégawattheure, raccordement compris, pour des projets mis en service en 2030, c'est-à-dire des projets décidés avant la fin de la première PPE. Enfin, il faut assurer la continuité de l'activité industrielle de la filière, notamment parce que des volumes significatifs et une cadence régulière des appels d'offres sont les conditions essentielles de la réduction des coûts. Un troisième appel d'offres, qui serait reporté au-delà des élections présidentielles de 2017, c'est-à-dire plus de 6 ans après le premier et 4 ans après le deuxième, serait un signal extrêmement préoccupant pour cette filière naissante. C'est pourquoi le CER considère qu'il est indispensable que celui-ci soit lancé dès l'été 2016, selon une procédure qui devra, dans l'intervalle, avoir été définie en parallèle d'une concertation qui devra permettre de désigner des zones pour une puissance suffisante, soit idéalement 3 gigawatts. Les autres technologies d'énergie marine poursuivent leur essor prometteur avec notamment en 2015 plusieurs avancées notables dans l'hydrolien, à Ouessant et à Paimpol. Les fermes pilotes d'hydroliennes et d'éoliennes flottantes qui seront mises en service respectivement en 2018 et 2019 grâce au soutien de l'ADEME constituent une étape clé vers l'industrialisation à plus grande échelle. Elles ont désormais, elles aussi, besoin de visibilité en termes de déploiement commercial à travers des objectifs ambitieux et des calendriers d'appel d'offres inscrits dans la PPE, quitte à conditionner ceux-ci au retour d'expérience des fermes pilotes et à des baisses de coûts.
N'oublions pas également donc le houllon moteur qui mérite au regard de son formidable potentiel que soient poursuivis les efforts en matière de recherche et développement. Enfin, les premières expérimentations démontreront dans les toutes prochaines années, en particulier à la Martinique, que l'énergie thermique des mers constitue un élément important de la transition de nos territoires d'outre-mer et au-delà, une solution pour tous les territoires insulaires situés dans la bande intertropicale, offrant un marché considérable à nos industriels bien positionnés dans ce domaine. J'en viens au solaire photovoltaïque. Le solaire photovoltaïque est sorti de l'ornière. Avec la volonté réaffirmée de l'État et le doublement des appels d'offres, nos entreprises du secteur ont désormais les moyens de leurs ambitions. Et ce que nous prédisions en matière de compétitivité s'avère désormais être la réalité. C'est bien la programmation pluriannuelle des appels d'offres que nous réclamions depuis longtemps qui donnera encore des capacités de production toujours plus compétitives et la faculté pour nos entreprises de se développer à l'international. La programmation annoncée par la ministre va permettre à la filière de se relancer sur des bases solides après des années de stop and go et d'incertitude. Elle va permettre de créer ou pérenniser au moins 5000 emplois. Il en va de même dans les zones non interconnectées, où dans le cadre d'un appel d'offres solaire avec stockage, le bilan du dépôt des offres montre que le prix du mégawattheure proposé est largement inférieur à 250 € et de ce fait compétitif avec les énergies fossiles dans les DOM et en Corse. Ce premier bilan illustre les progrès réalisés non seulement par les technologies solaires, mais aussi par les technologies de stockage de l'électricité. Les ZNI pourraient donc se révéler un formidable tremplin pour nos entreprises, visant ensuite de grands marchés internationaux, notamment celui des archipels, comme l'Indonésie ou les Philippines par exemple. En matière de méthanisation, l'année a été marquée par la publication d'un arrêté tarifaire revalorisant les sites pionniers de la cogénération qui étaient en grande difficulté économique. Nous saluons ce coup de pouce à la filière. Cet arrêté aurait été totalement satisfaisant si la durée des contrats avait été portée à 20 ans au lieu de 15, tel que c'était prévu dans le texte issu de la concertation entre la profession et l'administration et tel qu'il était sorti du Conseil supérieur de l'énergie au mois de juillet. L'injection de biométhane dans le réseau de gaz est vouée à contribuer également fortement à la diversification du mix et à la réduction des émissions de CO2 issues de la consommation de gaz naturel. J'attire l'attention des ministères concernés sur le sujet important de la nature des intrants. S'il nous paraît tout à fait justifié de plafonner le taux de produits issus de cultures alimentaires dans les méthaniseurs, ce plafonnement ne doit en aucun cas s'appliquer à des cultures dites intermédiaires qui n'entrent pas en concurrence avec les usages alimentaires. En matière d'électricité renouvelable, je n'oublie pas l'hydroélectricité, toujours aussi précieuse pour l'équilibre des réseaux. Nous attendons, là encore, une programmation d'appels d'offres aux volumes ambitieux pour relancer durablement cette filière d'excellence française. Pour la chaleur renouvelable, utilisée dans les bâtiments, dans l'industrie, et pour les énergies renouvelables dans les transports, les enjeux sont également très importants. Nous le savons, les consommations de chaleur et de carburant sont aujourd'hui excessivement émettrices de gaz à effet de serre. La transition énergétique doit donc accorder aux filières du bois-énergie, de la géothermie, du solaire thermique et des biocarburants une place de premier choix pour relever ce défi. Ainsi, pour le chauffage au bois, par exemple, nous formulons une proposition de compromis pour réintroduire l'obligation du conduit de fumée dans les maisons neuves sans surcoût excessif. Il faut saluer pour la géothermie le fait qu'en 2015, les décrets sur la géothermie dite de minime importance ont été publiés. Il s'agit d'une avancée majeure pour la filière. Tout comme l'a été l'appel à manifestation d'intérêt Dynamique Bois, qui a permis d'enclencher une relance de la mobilisation et d'approvisionner de nouvelles chaufferies sur le long terme. J'en profite pour remercier cet indispensable ADEME
pour avoir mis en œuvre cette initiative avec autant d'efficacité. Cette dynamique doit être poursuivie et je ne peux que souhaiter que le ministère en charge de la forêt se joigne enfin aux efforts de mobilisation du bois énergie, sachant qu'on ne peut mobiliser efficacement du bois pour l'énergie que si l'on recherche également du bois d'œuvre et du bois pour l'industrie. Je ne voudrais pas terminer cette introduction à notre colloque annuel sans souligner l'importance d'une tendance que la ministre a anticipée dans sa loi de transition énergétique et qui est apparue au grand jour lors de la conférence climat. C'est le rôle clé des collectivités locales. La loi a introduit le concept de territoire à énergie positive pour la croissance verte. La conférence de décembre a vu les engagements des régions avec le réseau R20, les engagements des 1000 municipalités avec notamment les très médiatiques Arnold Schwarzenegger et Michael Bloomberg. Je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que les entreprises françaises que j'ai l'honneur de représenter sont prêtes à se joindre à ces collectivités locales et à leur apporter toute leur expertise et leur savoir-faire pour que ces engagements qui nous ont fait rêver en décembre dernier deviennent une réalité. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant pouvoir regarder une vidéo que nous avons enregistrée hier soir avec la ministre et ensuite donc le directeur général de l'énergie et du climat, Laurent Michel, complétera les propos de Ségolène Royal. Bonjour à tous et à toutes. Je salue bien évidemment Jean-Louis Bal, le président du syndicat des énergies renouvelables. Vous dire que je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous, mais je tenais absolument à m'adresser à vous par ce message vidéo. Je suis précisément sur un sujet connexe à celui qui vous rassemble, puisque j'inaugure à l'invitation du roi du Maroc la grande centrale solaire de Ouarzazate, qui est un très bel exemple aussi de l'accès de l'Afrique à l'électricité solaire. Et le directeur général de l'énergie, Laurent Michel, vous donnera dans quelques instants, bien évidemment, les grandes lignes de ce que nous faisons et la façon dont j'accélère l'application de la loi de transition énergétique. Alors d'abord dire que le bilan 2015 est quand même très positif pour la filière, avec la promulgation de la loi de transition énergétique le 17 août, la COP 21 et l'accord de Paris avec la coalition sur les énergies renouvelables, la coalition sur le solaire, la coalition sur la géothermie, le développement aussi sur l'utilisation de la biomasse. Enfin bref, il y a quand même une dynamique très forte dont nous devons nous saisir. 2015, par ailleurs, n'est pas un achèvement, c'est un point de départ. Et la France doit continuer à avoir un temps d'avance et à être exemplaire, et en particulier parce que la construction d'une économie bas carbone est créatrice d'activités et d'emplois. Stratégie nationale bas carbone, budget carbone, approuvé et publié en novembre dernier, afin de créer jusqu'à 300 000 emplois et augmenter la croissance d'1,5 point. Les gisements se trouvent notamment dans la rénovation énergétique et dans les énergies renouvelables, avec 3 chantiers, accélérer les appels d'offres, accompagner les projets de territoire et accentuer les efforts de simplification. Sur les efforts de simplification, vous le savez, il y a le permis unique pour l'éolien et la méthanisation depuis le 1er novembre 2015. Pour les énergies renouvelables en mer, la réduction des délais de recours grâce au décret du 10 janvier 2016. Et plusieurs textes seront prochainement publiés. Celui sur la réforme de la procédure d'appel d'offres pour réduire de 6 à 8 mois les délais de lancement et de traitement et la simplification de l'autorisation d'exploiter au titre du Code de l'énergie. Par ailleurs, j'ai décidé 3 simplifications des mécanismes de soutien. La suppression du seuil de 12 MW au-delà duquel les installations de production d'électricité renouvelable ne peuvent pas bénéficier aujourd'hui de l'obligation d'achat. La suppression du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat et la simplification du tarif d'injection de biométhane pour en accélérer le développement. Deuxièmement, multiplier les appels d'offres. Le calendrier des prochains appels d'offres jusqu'à fin 2018 a été publié en novembre dernier.
et donne désormais de la visibilité aux industriels, stimule la montée en puissance des énergies renouvelables. Pour l'éolien terrestre, les simplifications que je porte depuis 2 ans commencent à porter leurs fruits. Le parc a franchi l'année dernière le cap des 10 gigawatts. Plus de 2000 emplois ont été créés dans la filière. Le tissu industriel français de l'éolien se développe, à l'image de la création par l'entreprise POMA d'une nouvelle usine de fabrication d'éoliennes en France, avec un investissement de 15 millions d'euros. Pour la filière photovoltaïque, j'ai triplé les lots de centrales au sol de l'appel d'offres, portant le volume total ouvert dans l'appel d'offres sur le sol et les grandes toitures à plus de 800 MW. J'ai doublé les volumes de l'appel d'offres pour les installations sur les bâtiments de taille moyenne pour un total de 240 MW. Et 2 appels d'offres pluriannuels de 3 ans seront lancés au premier trimestre 2016. D'une part, un appel d'offres pour des grandes centrales au sol de 1000 MW en 2 tranches par an. Et d'autre part, un appel d'offres pour des installations sur toiture de 450 MW en 3 tranches par an. Et enfin, je vais lancer un appel d'offres spécifique aux installations en autoconsommation. Pour la biomasse, je vous annonce la publication d'un appel d'offres pour les projets bois-énergie, méthanisation, valorisation des déchets. Pour les projets de taille moyenne et petite, pour limiter les conflits d'usage et pour mobiliser la ressource, le premier appel d'offres avec un bonus pour les projets réalisés grâce à des investissements participatifs des citoyens et des collectivités. S'agissant plus généralement de la chaleur renouvelable, la priorité pour 2016, c'est de continuer le doublement du fonds chaleur. J'ai lancé en 2015 un appel à manifestation d'intérêt Dynamique Bois. Ce fut un véritable succès avec 24 projets retenus et financés par mon ministère à hauteur de 35 millions d'euros. Un deuxième appel à manifestation d'intérêt sera lancé d'ici la fin du mois. S'agissant de la petite hydroélectricité, en particulier des moulins, l'appel d'offres sera lancé très rapidement dès que la Commission de régulation de l'énergie aura rendu son avis. Enfin, pour la programmation pluriannuelle de l'énergie, je vous annonce aujourd'hui que le projet de rapport complet et le projet de décret seront présentés au comité de suivi avant la fin du mois de février. Troisièmement, accompagner les territoires. Vous savez que j'ai créé les territoires à énergie positive pour la croissance verte qui sont maintenant au nombre de 400, ce qui leur permet de développer les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'économie circulaire et la biodiversité. Quelques chiffres qui donnent l'exemple, qui montrent l'ampleur du succès. 340 000 tonnes de CO2 évitées, 250 millions d'euros du Fonds de transition énergétique pour la croissance verte qui fait levier sur les investissements publics, des créations d'emplois, des conventions d'appui financier, et j'attends de vous tous et toutes que vous proposiez aux collectivités, aux territoires à énergie positive des projets et que vous accompagniez ces projets. Enfin, je voudrais aussi souligner le dynamisme mondial du développement des énergies renouvelables françaises, puisque l'exportation est vraiment un pilier aussi de l'industrie française des énergies renouvelables. Je suis heureuse d'avoir vu d'ailleurs qu'en Inde, à l'occasion du lancement de l'Alliance mondiale pour le solaire, c'est une entreprise française qui construit la première centrale photovoltaïque, donc c'est très important. Et évident aussi que sur toutes ces alliances qui ont été conclues lors de la COP21, il y en a 4 qui sont directement reliées à ce que vous faites. Il y a l'Alliance solaire, l'Alliance mondiale solaire, l'Alliance pour la géothermie, les alliances pour les énergies renouvelables, l'électrification en Afrique, et puis bien évidemment, j'ajouterai aussi celle sur le prix du carbone, puisque la construction d'une économie bas carbone dépend des économies d'énergie, mais aussi des énergies renouvelables. Voilà, je voudrais vous souhaiter d'excellents travaux, vous dire que vous pouvez compter sur moi. Je voudrais aussi qu'au cours de cette journée, vous puissiez identifier les points de blocage ou les points d'amélioration que je peux apporter dans la réglementation ou dans les mécanismes d'appel à projet pour que ça aille vite, pour débloquer les choses, pour que ça puisse monter en puissance, et puis pour qu'on puisse créer des emplois dans ces filières et montrer que la révolution verte est en marche. Merci beaucoup, très bons travaux. Merci Madame la Ministre pour cette feuille de route pour la journée. Et vous l'avez entendu, elle attend de vous que vous fassiez des propositions.
Précision, cette vidéo sera disponible dès demain sur le site du syndicat des énergies renouvelables. Alors vous venez de l'entendre, par la loi de transition énergétique pour une croissance verte, la France se dote d'un outil de pilotage et d'équilibrage offre-demande qu'on appelle la PPE, Programmation pluriannuelle des investissements. La ministre vient de nous indiquer que le projet de décret serait prêt avant fin février. Il est entre les mains de Laurent Michel, notre directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Je vais lui laisser la parole pour venir nous préciser tout ça, nous repréciser un peu tout ce qui se passe au niveau des appels d'offres, de la refonte des modes de soutien, de la simplification des procédures, notamment de la généralisation de l'autorisation unique, peut-être du permis de construire éolien dont on vient de reparler avec Jean-Louis Bal, et puis surtout, quel rôle vont jouer les collectivités locales qui sont nombreuses aujourd'hui et qui portent pour certaines, déjà au nombre de 400, les TEPCV, territoires à énergie positive pour la croissance verte. Donc Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président Jean-Louis Bal, je voudrais vous d'abord renouveler les excuses de la ministre qui, comme elle vous l'a dit, est à Ouarzazate pour inaugurer une centrale solaire. Donc elle est sur le même sujet et donc tenter d'apporter des éclairages complémentaires en évitant les redites, mais parfois aussi en apportant des précisions. Et peut-être quelques réponses aux nombreuses questions de Jean-Louis Bal sur les filières, mais là, ça serait peut-être un peu trop long, mais nous avons toute la journée et puis, bien entendu, le travail continue. Alors, la ministre nous l'a dit, nous avons aujourd'hui un cap. Nous avons un cap mondial avec l'accord de Paris, un cap national avec la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe des objectifs forts sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, les économies d'énergie, le développement des énergies renouvelables et qui apporte des outils réglementaires, d'organisation, des outils incitatifs, de facilitation des financements, des simplifications des procédures. Pour mettre en œuvre les actions, mettre en œuvre la loi, atteindre ces objectifs, la ministre vous l'a dit, et elle en fait un axe clé. Elle souhaite qu'on accélère, qu'on amplifie les actions en allant dans le concret. Je crois que l'exposé de la ministre vous le montrer. On peut résumer les actions autour de 5 axes, dont les 4 premiers que je vous ai exposés sont plutôt sur l'action nationale, et je finirai par rappeler quelques éléments sur le cadre européen et international sur lequel il nous faut agir. Le premier axe, c'est effectivement de préciser et concrétiser les objectifs, en particulier via la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le deuxième, c'est d'enchaîner, c'est pas tout d'avoir des objectifs, mais c'est d'enchaîner en particulier les appels d'offres et de clarifier, de stabiliser et dans leur meilleure forme, on va dire, les modalités de soutien financier. Le troisième, c'est de faciliter la réalisation des projets au travers de la simplification des procédures et de leur conduite. C'est aussi le sujet, j'y reviendrai, des délais de raccordement pour l'électricité, et c'est tout ce qui est autour du montage et de l'accompagnement et du financement des projets. Le quatrième, de plus en plus prégnant, Jean-Louis Bal l'a dit, la ministre l'a dit, c'est l'action avec les acteurs des territoires, aussi avec les acteurs des filières, et puis c'est aussi l'action globale sur l'innovation. Et puis donc je finirai en parlant un peu du niveau européen, international, du prix du carbone, de la traduction législative du cadre énergie-climat 2030, des coalitions de la COP, des directives européennes. Alors sur les objectifs et leur concrétisation, la loi a prévu un ensemble d'outils nationaux, mais aussi, ne l'oublions pas, les outils de planification territoriale. Le premier de ces outils, la stratégie nationale bas carbone, et dans le domaine de l'énergie est attendue la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec aussi son volet stratégie de développement de la mobilité propre. La ministre vous l'a dit, nous sommes aujourd'hui à un stade où on peut considérer qu'un premier travail de synthèse est achevé. Nous avons transmis il y a 2 ou 3 jours à la ministre une synthèse et les derniers points d'arbitrage. Et comme l'a dit la ministre, nous allons maintenant pouvoir avoir avant la fin du mois la réunion du comité de suivi et la publication d'un pré-projet de travail, à la fois le rapport sur la PPE et le projet de décret. Dans les éléments importants, il y a évidemment les objectifs sur la maîtrise de la demande et sur l'adaptation et la diversification des moyens de production, développement des ENR, sécurité d'approvisionnement. En ce qui concerne les trajectoires ENR, elles sont
en termes de pré-projets connus depuis le mois de novembre. Elles ont été rendues publiques comme pré-projets. Je ne pense pas que nous serons très éloignés, même si nous avons eu quelques ajustements à l'étude suite aux remarques, suite à leur publication. Ces trajectoires marquent un besoin encore d'accélérer le développement des filières. Si j'en cite quelques-unes, en commençant par l'électricité, l'objectif pour l'éolien en puissance installée à horizon 2018 est entre 14,3 et 15 gigawatts. Et en 2023, on tourne autour des 23, plus ou moins 2. Ça veut dire qu'on doit être largement au-dessus du rythme actuel déjà en augmentation ou en réaugmentation de 1 gigawatt. Sur le solaire photovoltaïque, l'objectif 2018 proposé à l'époque dans le document de précadrage était d'entre 9 et 10 gigawatts. Et les fourchettes sont assez larges en 2023, mais le pivot est quelque part autour de 15-16. Donc là aussi, on est plutôt sur x1,5, x2 en termes de rythme. Mais ce n'est évidemment pas que l'électricité. Cette PPE portera des objectifs forts sur la poursuite du développement de la chaleur renouvelable, où les progrès sont continus, mais n'ont peut-être pas le même degré de facilité de mobilisation des ressources de chaleur renouvelable, mais il faut continuer. Sur la biomasse, 10,7 millions de tonnes équivalent pétrole, en gros, en moyenne, corrigé des variations climatiques chaque année. Horizon 2018, production de 12, et entre 2023, production de 13 à 14 millions de TEP. Et sur la je prends un autre volet, géothermie hors pompe à chaleur, 1,6 million de tonnes, objectif 2018, 2,2, et 2023, autour de 3. Donc là, je voudrais bien réinsister, je reparlerai des évolutions que l'ADEME a mis en œuvre en ce début d'année sur le fonds chaleur, sur cet objectif de la chaleur renouvelable. Une fois qu'on a, alors bien entendu, la phase de discussion permettra ensuite de proposer au gouvernement une PPE définitive et des objectifs, il faut avancer, et il y a donc besoin en particulier de ce que j'ai appelé enchaîner les appels d'offres et travailler et publier les modalités de financement. Donc la ministre l'a redit, nous aurons un calendrier pluriannuel des appels d'offres électricité et un décret est actuellement en examen au Conseil d'État pour simplifier les procédures d'élaboration et instruction de ces appels d'offres, pour, on va dire, au niveau de l'instruction, diminuer le nombre d'étapes d'aller-retour entre la CRE, qui restera, et son rôle est fondamental, impliqué, mais le ministère fera une première proposition de cahier des charges sur laquelle la CRE nous donnera un avis. On gagnera quelques allers-retours, et par ailleurs aussi, on accélérera l'instruction, y compris pour les petits appels d'offres quasi automatiques, et on pense gagner en gros de 6 à 8 mois sur les appels d'offres. Donc, il y a ensuite le lancement concret, lancement cette semaine de l'appel d'offres biomasse pour une puissance de 50 MW en cogénération et de 10 MW en méthanisation sur une première tranche annuelle. L'idée étant d'avoir des tranches probablement du même ordre chaque année. Nous lançons cette semaine la consultation de la CRE sur le cahier des charges de l'appel d'offres petite hydroélectricité, et nous saisirons ce mois-ci la CRE sur le cahier des charges des appels d'offres réguliers sur le photovoltaïque. Et donc, une des prochaines étapes, ce serait de sortir rapidement un pré-projet d'appel d'offres autoconsommation. Les tarifs d'achat, obligations d'achat ou en soutien via les compléments de rémunération sont à un stade bien avancé d'élaboration. Le décret est au Conseil d'État et l'ensemble des décrets et un grand nombre d'arrêtés couvrant de la récupération du biogaz jusqu'à la géothermie en passant par le solaire sont notifiés à la Commission européenne. Je regarde notre ami Dominique Ristori, mais le dossier, il le connaît, mais travaillons, j'espère, avec toujours son appui avec la Direction générale de la concurrence à Bruxelles pour avoir un avis désormais rapide. Dans ces arrêtés, nous prévoyons en particulier une hausse de l'arrêté petite hydroélectricité qui n'était plus adapté. Et puis, la profession le sait, sur la méthanisation, pour les nouvelles installations, l'arrêté tarifaire prévoit une augmentation substantielle. Sur les modalités de soutien, il y a un enjeu fort
sur la chaleur renouvelable, des objectifs forts dans la loi, dans la PPE. Jean-Louis Bal a évoqué le problème du prix des énergies fossiles. Ce n'est pas le seul, mais il est prégnant à court terme, mais pour pas une bonne raison. Et les émissions des fossiles ne diminuent pas avec leur prix, mais c'est vrai qu'il peut faire hésiter sur la rentabilité de projets, voire perturber des rentabilités de projets lancés. Mais il y a aussi un certain nombre de difficultés, en particulier la mobilisation de la biomasse. En conséquence, l'ADEME a adapté en 2015 et en 2016, et je pense qu'elle pourra le détailler en tant que de besoin, les priorités, modalités et moyens du fonds chaleur, avec un travail plus sur, par exemple, sur les énergies de récupération auprès des UIOM ou de l'industrie, un travail sur la densification des réseaux, et le lancement, effectivement, de l'appel à manifestation d'intérêt dynamique bois sur la mobilisation durable de ressources en bois dans une vision globale pour toutes les filières et au service du bois énergie aussi. 24 projets soutenus à hauteur de 35 millions d'euros par l'ADEME et le Fonds de financement de la transition énergétique. L'appel d'offres lancé ce mois-ci, qu'a annoncé la ministre, aura une dotation financière d'au moins 20 millions d'euros sur le Fonds de financement de la transition énergétique. Autre modalité, cette année, opérationnelle depuis le 1er janvier, un bonus pour les projets en zone dite de territoire énergie positive pour la croissance verte et un bonus pour les zones des aides à finalité régionale, les zones dites défavorisées, bonus de au moins 5%. Par ailleurs, adaptation, renforcement des aides pour les réseaux à faible densité. Et pour un certain nombre de projets, ça a débuté dès 2015, sur la méthanisation sera étendu à d'autres secteurs, un complément d'appui pour lisser les risques sous forme d'avances remboursables. Troisième axe, et je vais essayer d'accélérer ayant dépassé le temps, la simplification, plus globalement la facilitation des projets. Un certain nombre d'actions ont été rappelées en termes de simplification, géothermie de minime importance, les permis uniques. Un mot sur les permis uniques. Il va d'abord y avoir à préciser que pour ce qui est des énergies marines, nous avons déjà un cadre autour de l'autorisation loi sur l'eau au domaine public maritime de permis unique. La loi sur la biodiversité complétera, qui vous savez a déjà fait une première lecture dans les deux chambres, complétera le dispositif par un permis unique sur la zone économique exclusive. Sur le permis unique éolien et méthanisation, la LTECV l'a généralisé au 1er novembre à toutes les régions et par ailleurs un retour d'expérience a été conduit sur cette première région. Ça permet à nos collègues de la DGPR et de la Direction de l'Habitat, Urbanisme, Paysage, en nous associant, d'avoir formulé récemment auprès de la ministre les propositions sur le futur permis unique, puisque c'est une expérimentation qui sera généralisée, on va dire, autour de l'année 2017, avec des questions, des propositions sur le rééquilibrage des délais de recours et la sécurisation des procédures contentieuses, et des propositions avec plusieurs hypothèses autour de l'articulation entre le permis unique et les documents d'urbanisme, sans que cela soit décidé. La question a bien été entendue, en particulier pour les éoliennes, de la possibilité de profiter du permis unique rassembleur pour simplifier le permis de construire. Donc la question est posée, je ne peux pas aujourd'hui vous livrer l'arbitrage, mais elle a bien été entendue. Un certain nombre de simplifications dans le code de l'énergie, aussi en cours et décret en Conseil d'État actuellement en examen. Simplification de l'autorisation de titre du code d'énergie avec une hausse des seuils. Donc en dessous de ces seuils, les entreprises seront réputées autorisées ou tout lauréat d'un appel d'offres aura automatiquement, sans avoir à faire un dossier, son autorisation de titre du code de l'énergie. Et sur les modalités de soutien, la suppression du CODOA et la suppression aussi du seuil de 12 mégawatts au-dessus duquel, jusqu'ici, on ne pouvait pas avoir droit au tarif d'achat ou au futur complément de rémunération. Donc ce seuil sera supprimé. Enfin, dans les projets qui sortiront très prochainement, l'extension à toutes les ENR de la validité potentielle pendant 10 ans des autorisations d'urbanisme qu'on avait déjà introduites pour les ENR. Ça permettra donc, en fait, en particulier s'il y a des recours du côté des autorisations environnementales, de ne pas redéposer potentiellement le permis de construire. Il faudra qu'il y ait une bonne raison pour avoir cette validité prolongée. Il faudra une raison indépendante, on va dire, de la volonté du porteur de projet, non pas un souhait de temporiser.
Enfin, je voudrais signaler sur les sujets de simplification un travail qui se poursuit, Jean Lubal l'a évoqué, avec le ministère de la Défense et plus généralement sur le sujet des radars. Avec le ministère de la Défense, je voudrais signaler quand même le ministère de la Défense nous a récemment, je crois, les syndicats professionnels sur l'éolien ont été informés, communiqué un certain nombre de décisions de libération de zones d'entraînement de vol et ou de parachutage qui donc libèrent des espaces pour les projets éoliens. Et par ailleurs, nous travaillons sous la houlette de nos collègues de la DGPR avec l'ensemble des ministères concernés sur le décret d'application de la LTECV sur les radars. Un projet circule en interministériel. Nous attendons, et nos collègues de la Défense nous annoncent leur avis prochainement. Donc, nous pourrons ensuite passer vers l'extérieur avec un projet de décret. Et enfin, sur la question, une question importante, dans les questions d'acceptabilité sont importantes. Il y a toutes les questions paysagères, questions environnementales. Beaucoup de travail de nos collègues des directions du ministère sur tout ce qui est les guides d'études d'impact. Je crois qu'il va y avoir une réflexion, une version 2 du guide d'études d'impact éolien prochainement. Et nous avons lancé un groupe de travail interdirection avec le ministère de la Culture sur les questions de monuments pour bien réaffirmer à la fois l'importance du sujet, mais l'importance d'une approche au cas par cas fondée sur études d'impact et non pas de dispositions coup près, des normes patatoïdes autour des monuments. Ce dernier volet au niveau de simplification, là, ce sont des procédures de travail entre entreprises, mais auxquelles nous prêtons une attention forte, c'est tout ce qui est le raccordement au réseau, un décret d'application des dispositions qui encadrent, y compris avec des pénalités de retard, les délais de raccordement au réseau électrique, sera examiné par le Conseil supérieur de l'énergie le 16 février, dans moins de 10 jours. Par ailleurs, plus globalement, pour fluidifier les relations entre les acteurs, nous avons mis en place un groupe de travail qui s'est réuni sous l'égide de la direction de l'énergie la semaine dernière, oui, le 26. Un certain nombre de pistes de travail ont été abordées, je pense avec une pleine volonté des gestionnaires de réseau, ERDF en premier chef, mais aussi RTE, mais souvent ERDF en majorité qui a les projets, pour travailler sur comment améliorer l'information des porteurs de projets, la lisibilité sur les capacités, le suivi et l'accompagnement des projets. Il faut maintenant qu'on creuse ces pistes pour les formaliser et mettre en place les améliorations et le suivi dans la durée. Car je crois qu'ici, un certain nombre de dispositions ont été expérimentées dans des régions, donc il s'agit seulement de définir, mais de réussir. Enfin, les projets, c'est aussi tout leur montage, leur financement. La loi sur la transition énergétique a souhaité marquer l'importance du financement des collectivités locales. Des mesures directes, d'application directe de la LTECV permettent aux collectivités plus facilement de financer les projets d'énergie renouvelable. Par ailleurs, nous avons initié un travail avec la Direction générale du Trésor pour voir, à la fois en s'appuyant sur des dispositions existantes ou en les complétant, comment les dispositions de la loi sur la transition énergétique, sur le financement participatif des projets, pourraient être traduites en décret. Donc, nous avons maintenant des contacts bien établis avec la Direction générale du Trésor et notre sous-direction du système électrique. Le quatrième axe, sur lequel je serai plus rapide, la ministre en a marqué l'importance, c'est l'axe travail avec les territoires, les filières. Les territoires énergie positive, c'est 200 territoires, une dynamique qui va bientôt s'amplifier, il y en aura 400 à court terme. On a un point à fin octobre, alors que la dynamique n'était que balbutiante, montrait qu'il y avait de l'ordre déjà sur ces territoires de 700 projets financés par les dotations de l'État, dont bien entendu une grosse majorité efficacité énergétique, rénovation des bâtiments, mais des dizaines de projets des territoires sur les ENR, en particulier études de faisabilité, mais aussi des projets de réalisation. On a repéré des zones d'activité où les entreprises et les collectivités, dans le cadre des TEPC, lançaient des actions de développement des ENR pour l'autoconsommation ou des études de potentiel, voire de pré-réalisation de centrales hydroélectriques dans une région, enfin une micro-région. Donc, ceci est une vraie dynamique et j'incite les entreprises à continuer leur implication auprès de ces territoires. Nous avions, avec Jean Lubal et la ministre, accueilli à Roquelaure, le 23 octobre dernier, une réunion autour des territoires énergie positive et des ENR en bonne pratique, exemple, et le lendemain, il y avait une mise en relation entre bilatérale. Je crois que l'idée était de dupliquer ces réunions dans des interrégions. Il faut qu'on prend le retour d'expérience de ce qu'on a fait, le lancer en 2016, mais je crois que c'est à l'étude.
Le travail, c'est aussi avec les filières. Chaque filière a ses problèmes. J'en ai évoqué quelques-uns. Il y a les procédures, il y a les financements, il y a aussi tout ce qui est l'industrialisation, la mobilisation des ressources techniques, les formations ou les points de blocage. Donc, c'est pour ça qu'il est important de continuer le dialogue. Il y en a beaucoup autour du biogaz, avec des groupes de travail. Un comité national biogaz avait été lancé et je pense qu'on pourrait le réunir quelque part autour de la fin de ce trimestre. Il y a bien entendu déjà eu un certain nombre d'actions sur le sujet. Et pour citer un autre exemple, je ne peux pas répondre à toutes les demandes de Jean-Louis Bal, mais quelques-unes, sur l'éolien offshore, il faut aussi effectivement un travail en cours avec la filière. Je voudrais dire qu'on partage à la fois la complexité de ce sujet, mais un certain nombre de pistes qui ont été évoquées, et en particulier le fait d'avoir des appels d'offres qui soient peut-être un peu différents, moins figés dans les réponses que donnent les candidats et qui permettent une sorte, Jean-Louis Bal l'appelait, je crois, invitation au dialogue, donc pour ne pas dire dialogue compétitif qui a un sens peut-être juridique très, très précis, mais effectivement, quelque chose qui permettrait d'être peut-être plus à la fois très rigoureux, mais plus dans la sélection, mais aussi itératif dans le montage, car c'est vrai, quand on sélectionne à l'année N-1 et qu'à l'année N+8, on dit, bah, tiens, le projet ne ressemble plus trop à ça et on pourrait faire mieux, et qu'on a plein de débats juridiques, est-ce qu'on peut le faire parce que le choix de l'appel d'offres a été fait il y a 10 ans. On voit bien qu'on a des marges de progrès sur la nature de l'appel d'offres et aussi plus largement sur l'industrialisation. Et on a bien entendu le souhait, je ne peux pas aujourd'hui dire, mais on travaille, on a fait des propositions à la ministre sur voir comment, à la fois en ayant une bonne concertation, c'est important, même si on a fait un premier repérage en 2015, il faut qu'on ait une concertation encore un peu plus poussée sur les quelques zones qu'on a pu identifier pour le troisième appel d'offres et voir comment on serait capable de concilier une concertation et un lancement qui ne serait pas après les échéances de mai 2007. Mais si on veut que ce lancement ait un sens, quelque part, ce n'est pas en avril 2017. Donc, il faut qu'on trouve un moyen. On a quelques propositions que nous allons soumettre à la ministre. Je finirai sur le travail, c'est aussi tout ce qui est l'innovation, entre autres avec les filières. Il y a de nombreuses actions dans le cadre du programme des investissements d'avenir, sur lequel je voudrais remercier l'ADEME et les entreprises impliquées. Nous avons de nombreux projets, et pas que sur les ENR. Il y a le stockage, il y a les véhicules du futur, il y a l'efficacité énergétique, l'économie circulaire. Plus de 20 appels à projets maintenant lancés chaque année sur les investissements d'avenir, volet démonstrateur, avec aussi une simplification avec les appels à projets PME, plus simples et uniquement en subvention. Nous préparons à la fois, aussi en interministériel, le PIA 3 et aussi des actes qui, lui, seraient plutôt à partir de 2017-2018, mais qui seraient votés dans les prochains mois, et aussi de nouvelles actions d'amplification, cette fois du déploiement de l'innovation autour de ce qu'on pourrait appeler le plan d'investissement pour la croissance verte que le président de la République a demandé au ministre de préparer, où des propositions sont en cours d'examen. Donc là, je pense qu'on aura aussi prochainement de nouvelles initiatives. Et lequel j'insisterai sur l'innovation, c'est la vision systémique et pas uniquement programmation et production d'énergie, mais aussi les questions de stockage, les questions de développement, par exemple, des infrastructures de carburants alternatifs, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le gaz naturel véhicule et le biogaz véhicule ou sur l'hydrogène véhicule. Des propositions pourront, du moins je l'espère, sortir prochainement. Je finirai en une minute sur l'Europe et l'international. La minute, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas important, c'est pour dire que d'autres en parlent bien mieux que moi, mais on dire qu'évidemment, nous ne pouvons pas nous contenter de bien avancer, de lever les freins en France. Certains freins, ils se lèveront aussi, ou certains moteurs, positivement, ils se lèveront au niveau européen et international. Il est très important que nous ayons effectivement cette année des négociations conclusives sur le cadre énergie-climat 2030, l'ETS, sa réforme, le hors ETS aussi, la directive énergie renouvelable. Et là, je tiens à dire qu'effectivement, le gouvernement porte la même position que le 5 des énergies renouvelables sur la nécessité d'avoir une certaine souplesse sur les appels d'offres pour ne pas être un appel d'offres bêtement technologiquement neutre qui serait d'abord très difficile à gérer et qui ne nous permettrait pas aujourd'hui, peut-être plus tard, mais ne permettrait pas aujourd'hui de piloter correctement et d'atteindre les objectifs. Si nous voulons des ENR en France en volume, que ce soit du biogaz dans les réseaux, de l'électricité ou de la chaleur,
il nous faut de tout, car nous n'avons pas le même soleil partout, ni le même vent partout, et puis nous n'en avons pas assez globalement. Le potentiel français, il s'exprimera au mieux pour atteindre, par exemple, les 40% de l'énergie électrique, mais aussi les 15% des transports, avec tous les vecteurs, et pas seulement avec l'énergie la plus compétitive dans chaque sous-catégorie. Donc, on aura besoin de tout, et donc d'une certaine neutralité technologique. On s'en est longuement déjà enquis auprès de la Commission européenne. Je regarde Dominique Ristori, mais je pense que ce n'est pas forcément plus la DG Énergie qui sera totalement en désaccord sur ce sujet. Et un mot sur tout ce qui est question extrêmement importante de prix du carbone européen, international. C'est la réforme de l'ETS, c'est peut-être aussi des initiatives nationales ou dans certains pays d'Europe autour des questions de prix plancher ou de corridors. Nous y travaillons, notre ministre est très dynamique sur ce sujet, souhaite des propositions. Et puis elle l'a dit, il y a les coalitions pour le climat, sur le bâtiment, sur le véhicule électrique, sur les énergies renouvelables, en particulier renouvelables, l'Alliance mondiale pour la géothermie ou l'Alliance solaire internationale. Notre implication au niveau des pouvoirs publics et des entreprises et des organisations professionnelles ou aussi des organisations non gouvernementales doit être fondamentale sur ce sujet. C'est faire marcher l'accord du climat pour le monde, mais aussi pour nous, car si nous sommes présents au niveau de ces alliances, nous le serons aussi au niveau du business. Donc voilà quelques éléments. J'ai dépassé largement, mais Jean Le Bal avait posé tant de questions que j'en ai répondu à peine à un quart. Mais c'est la facilité de faire l'introduction et de ne pas être sur une table ronde. Mais j'espère néanmoins vous avoir donné quelques éléments. Je vous souhaite une bonne journée et une très bonne année ENR 2016. Merci. Merci Laurent Michel pour toutes ces précisions. J'ai envie de retenir une seule phrase, on aura besoin de tout. Vous qui êtes dans la salle aujourd'hui représentez assurément ces 12 filières énergie renouvelable, chacune avec au moins 2 ou 3 sous-catégories. On aura besoin de tout. Donc merci Laurent Michel. Je constate que la transition énergétique est déjà une réalité dans les bureaux de la DGEC. En vous écoutant parler, je me disais, mais tout ça, c'est un formidable potentiel d'emploi. Je pense que la DGEC, qui est une petite direction générale finalement, va embaucher beaucoup pour mener à bien tous ces dossiers. Les entreprises également vont embaucher beaucoup. Il y a des jeunes qui sont là, qui représentent les forces vives. J'en aperçois, il y a tout un groupe de jeunes étudiants qui se spécialisent, voilà, ils font signe, qui se spécialisent sur les énergies renouvelables, qui se disent, mais est-ce que je vais trouver ma place? Vous l'avez entendu, il y a beaucoup à faire. Et puis, Laurent Michel, vous avez dit, je ne peux pas répondre à toutes les demandes de Jean-Louis Bal. Et je pensais, mais ce ne sont pas celles de Jean-Louis Bal, pas uniquement, ce sont celles de la planète, ce sont celles du climat, ce sont celles presque de l'histoire de notre civilisation. On vient des énergies renouvelables et on est tout simplement en train d'y retourner. Le tout est de savoir combien de temps on va se donner. À ce sujet, Paul Simon, directeur exécutif adjoint de l'Agence internationale de l'énergie, va nous donner quelques éclairages sur comment la transition énergétique mondiale se met en ordre de marche, alors qu'en ce moment même, il se passe beaucoup de choses au Maroc, et notamment la préparation de la COP 22 qui se tiendra à Marrakech en novembre 2016.